Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va vous parler des grands travaux qui auront lieu au cours de l'année 2025 à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a lancé d'ailleurs la saison au cours d'une conférence de presse il y a à peine quelques jours. Ce sera majeur. Et pour nous en parler, on a le chef de la division infrastructure et de la gestion des eaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Louis Poulain. M. Poulain, bonjour. Bonjour. Peut-être nous dresser d'abord là, un tableau et surtout le processus là, qui vous a amené justement là, à dresser la liste des travaux qui auront lieu au cours de l'année 2025? Bien, au service d'ingénierie gestion des eaux, on a une division qui s'appelle gestion des actifs. Eux fixent les priorités des travaux en fonction de la désuétude des infrastructures, en fonction d'autres éléments, dont la capacité de payer des gens aussi, de la population. Donc, on cible nos travaux en fonction de ça, on présente ça, puis suite à la présentation qu'on fait aux élus, bien, c'est là qu'on fait le choix des travaux pour l'année en cours. On parle d'un programme triennal d'immobilisation aussi pour les années subséquentes. C'est ça. Donc, ça va se l'échelonner jusqu'en 2027, là, ce qu'on a annoncé. Là. En fait, oui, mais il y en a d'autres probablement qui vont s'ajouter l'an prochain. Si on parle de la rue Richelieu, qui est juste ici en face, effectivement, on débute les travaux en 2025 entre le Royal 22e Régiment jusqu'à l'intersection Saint-Georges, incluant l'intersection qu'on va faire une fois qu'on va être rendu là. On ne fermera pas l'intersection pour la fermer. Mais ces travaux-là vont s'échelonner justement jusqu'en 2027. En 2026, il y a la portion entre Saint-Jacques et Saint-Georges, la rue Saint-Georges aussi entre Champlain et la rue du Quai. Dès cette année aussi, on va sur la Rive-Est, la 2e avenue, entre la rivière. On fait un émissaire à la rivière, il faut remplacer un émissaire entre l'émissaire et la 2e rue. Donc, en 2025, on fait ces travaux-là. Puis l'année suivante, on fait l'enfouissement des fils aussi sur la première rue, entre la 4e avenue et la 2e avenue. Tous ces travaux-là sont faits en collaboration avec nos gens du développement économique aussi, là, parce que les commerces vont être accessibles tout le long, toujours, durant les travaux. C'est prioritaire. On veut, dans ces deux chantiers-là, on va amener une signature distinctive pour les gens de la ville, puis on veut s'assurer que la ville de Saint-Jean soit accueillante pour les touristes. En fait, les travaux que vous parlez pour la rue Richelieu, je pense qu'on peut parler que c'est peut-être le chantier le plus important pour Saint-Jean au cours des années qui s'en viennent. Là. Oui. J'inclurais la Rive-Est aussi. Oui, c'est ça. Oui. Mais la rue Richelieu et la Rive-Est, ça, c'est deux chantiers majeurs là, qui s'en viennent en 2025, qui vont s'échelonner sur 2026 et probablement, assurément, 2027. Oui, c'est ça. Et quelle sera la nature de ces travaux-là, justement? Bien, il y a de la séparation de réseaux, la mise à niveau de nos réseaux, parce qu'il y a des vieux réseaux. Ici, sur la rue Richelieu, on a des réseaux d'aqueduc qui datent de 1872. Le plus jeune date de 1911. Donc, on fait de la séparation de réseaux en même temps. Donc, on installe une conduite pluviale, d'égout pluvial, puis une conduite d'égout sanitaire, parce que présentement, les eaux pluviales sont dirigées dans la même conduite que les eaux sanitaires. Le principe est le même de l'autre côté de la rivière, sur la rive est, sur la première rue. Donc, la nature des travaux, c'est la séparation de réseaux. On en profite pour refaire, évidemment, les surfaces avec des plantations d'arbres, des protections pour la sécurité des liens actifs, etc. L'enfouissement des fils, qui va être fait sur la rue Richelieu et sur la première rue. Puis, évidemment, tout l'aménagement de surface avec des plantations d'arbres, les trottoirs en pavé de béton, etc., des choses comme ça. Ouais. Parce qu'on parle de travaux majeurs, parce qu'évidemment, on parle probablement des deux plus vieux quartiers là, de Saint-Jean et d'Iberville. Donc, il faut vraiment s'attaquer peut-être à une infrastructure qui est un peu plus vieille que les autres secteurs de Saint-Jean. Donc, ça complexe un peu... Ça rend complexe les choses davantage. Oui, ça rend complexe. C'est un manque d'espace aussi. On n'est pas dans parce un que champ. C'est étroit. C'est très étroit. Il y a des gros équipements qui vont être en ligne de compte. Il va y avoir évidemment de la circulation de camions, de machinerie lourde. Il va y avoir des détours à faire pour les gens, évidemment. Mais ça, tout est planifié en fonction de rendre ça le plus simple pour la population puis pour les commerçants. Que, je le répète, là, que leurs commerces vont être accessibles durant tous les travaux. Oui, c'est ça. C'est prioritaire. Ouais. Parce que quand on parle de travaux majeurs, je pense que c'est plus de 24 millions de dollars qui seront injectés là, en travaux là, pour ces projets-là. Donc, c'est important. Là. Oui, exact. Pour la rue Richelieu et pour la Rive-Est, ça, c'est des gros montants d'argent. Donc, on veut faire les travaux au mieux qu'on peut, de la meilleure façon pour avoir des travaux de qualité. Ouais. Bon, ce sont les deux travaux majeurs, mais évidemment, d'autres secteurs de Saint-Jean qui seront touchés par ces travaux-là. On parle de Saint-Eugène. Il y a aussi des chantiers d'envergure, là, notamment sur le boulevard Saint-Luc. Donc, peut-être de parler précisément de ces deux projets-là pour l'instant. Là. Dans le quartier Saint-Eugène, on refait encore de la séparation de réseaux, changement, réfection des infrastructures, égouts aqueducs sur la rue Turgeon et sur la rue Roman. Pas sur la rue Roman, sur la rue Turgeon. On aménage des liens actifs, plantation d'arbres,
trottoir sur la rue Langteau, de la rue Carillon à la rue Turgeon, pour sécuriser les déplacements actifs. On tente de plus en plus de se diriger vers ça dans la municipalité au complet. Pour le boulevard Saint-Luc, c'est la fin des travaux qui ont débuté l'an dernier. En théorie, ces travaux-là devraient être terminés vers la fin juin, ou peut-être même avant. Donc, ces travaux-là, c'est la suite de l'an dernier. Où est-ce que là c'est aussi... la deuxième phase des ça, travaux du boulevard Saint-Luc. Oui. L'an dernier, ils ont fait la voie direction ouest. Cette année, ils font la voie direction ouest. Puis, il y a un aménagement de piste cyclable aussi d'un lien actif. Quand on fait des travaux, on tente le plus possible d'aménager ça de façon plus optimale là, maintenant que comme c'est plutôt que de l'aménager comme c'était avant. Oui, exactement. Il y a aussi la première étape de la réfection du boulevard Normandie qui va se faire. Et il y a aussi la passerelle Normandie qui sera démolie là, dans le cadre de ces projets-là. Exact. La première étape, on peut l'appeler phase initiale là, pour le boulevard de Normandie. On en profite de faire ces travaux-là avant la démolition de la passerelle. On fait de la séparation de réseau. On fait aussi de la redondance au niveau de l'aqueduc, c'est-à-dire qu'on amène un aqueduc supplémentaire pour prévoir des coûts dans le cas où est-ce que l'aqueduc briserait pour avoir d'autres chemins pour l'eau. Ça, c'est la première étape, c'est la phase initiale. C'est entre Neuve-France et Jeanne-Mance. On fait le réaménagement, puis la démolition de la passerelle, évidemment, va suivre là, au courant de l'été. Là. Probablement, on l'espère en juillet là, pour... Ça, c'est ce qu'on avait annoncé avant les fêtes là, pour dire qu'on ne maintiendrait pas en place la passerelle Normandie. Exact, c'est ça, donc, exact. on doit procéder à sa démolition. Exactement. La démolition va se faire en 4 nuits. L'entrepreneur travaille de nuit, 3, 4 à 5 nuits. OK. Mais en théorie, je pense que ça va être autour de 3. Ça ne devrait pas dépasser 4. Les chemins de détour vont être indiqués. Pour avoir le moins d'impact possible sur la circulation, évidemment, les travaux de nuit, ça va engendrer un peu de bruit, mais on a avisé les gens. Puis, donc ça devrait se faire d'ici la fin de l'été, là, c'est ça? Oui. Ouais. Non, en théorie, si tout va bien, là, en juillet, on devrait procéder à sa démolition, sinon en août, mais oui, ça va être fait cette année. Parfait. Il y a 2 projets aussi d'optimisation, là, dont le passage piéton entre les rues Richelieu et Champlain, qui vont se faire aussi dans ces grands travaux-là. Oui, le passage entre la rue Champlain et la rue Richelieu, oui, c'est un passage qui est déjà existant, qu'on veut aménager de façon différente pour en faire une belle expérience pour les gens qui passent là. Aussi, il faut le sécuriser. En fait, ça va faire partie de tout le réaménagement. Là, oui, ça fait partie du réaménagement du centre-ville. Ouais. Puis il faut le sécuriser aussi parce que l'éclairage est moyen présentement dans ce passage-là. Donc, on va en profiter pour ajouter de l'éclairage puis des projections. Ouais. pour rendre encore l'expérience. Exactement. Oui, l'expérience va être plus agréable pour les passants qui vont passer dans ce passage-là. Bon. C'est quand même, on en parle depuis le début de l'entrevue, c'est quand même important. C'est plus de 7 kilomètres là, de rues qui vont être retravaillées au cours des prochaines années. C'est quand même une charge considérable pour vos employés. Là. Exactement. On est une bonne équipe, une équipe multidisciplinaire. On travaille avec les autres services dans tous les projets. On a une bonne charge de travail. On a parlé des principaux, mais encore, il y a une quinzaine de rues où est-ce qu'on fait du pavage. Ouais. Il y a le boulevard, la route 104 entre le boulevard d'Iberville et l'accès à l'autoroute qu'on refait les fondations, pistes cyclables, aménagement de surface, plantation d'arbres. Il y a le Grand Bernier qu'on part du chemin des Carrières jusqu'à l'accès à l'aéroport. On fait les surfaces, un terre-plein des arbres. Il y a présentement les travaux en cours sur Rien d'eau, 7e avenue. Il y en a aussi qui sont en cours sur le chemin du Clocher, route 219. Ouais. Puis il y a à peu près une quinzaine de rues ailleurs là, dans la ville là, où est-ce qu'on fait on refait du pavage. Puis, c'est ça, j'en ai noté 19. Je pense qu'il y a 19 tronçons de rues qui vont être retravaillés dans le cadre des travaux du grand chantier. Oui, il y a beaucoup de chantiers cet été. Beaucoup de travail. On va avoir beaucoup de cônes oranges, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Et de toute façon, chaque section seront travaillées. Ce ne sera pas tout en même temps. Là, donc, exact. Oui, on planifie nos interventions en fonction des chantiers qui sont à proximité. Puis on planifie aussi avec nos partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui ont des juridictions sur notre territoire, donc on planifie ça avec eux aussi en même temps pour éviter d'avoir des... Mais justement, vous parlez de planification. Quand on arrive avec un plan comme ça, là, disons pour 2025, on travaille ça combien de temps en amont pour en arriver à présenter un plan comme ça pour la ville de Saint-Jean? Ça dépend des projets. La rue Richelieu, ici, les plans de vie ont débuté de mémoire en 2022, ouais. En 2022, les plans de vie de la rue Richelieu, des ajustements, il y a des révisions de plans, il y a des ajustements en fonction de plusieurs paramètres. Donc, ça peut prendre 1 à 3 ans, à peu près, dépendamment des projets. Mais c'est rare que ça prenne moins d'une année de travail avant d'arriver à un projet. Puis,
J'imagine que répondre aussi aux besoins des changements climatiques, de l'environnement, c'est des choses qu'il y a plusieurs années, on ne pensait pas, mais là, il faut ajuster nos plans en fonction de ça, parce que ça devient de plus en plus important. Puis il faut penser aussi à la longévité des travaux. On veut que ça dure le plus longtemps possible dans le temps. C'est exactement ça, oui. C'est un élément hyper important aujourd'hui de tenir compte de ça. Puis c'est ce qu'on fait dans tous nos projets. On parle de rétention de surface, on parle de rétention dans les conduites, on peut parler de rétention dans des nous, dans les fossés, etc. Donc, il y a plein de moyens qui font en sorte de faire de la rétention d'eau, puis des fois sanitaires aussi, pour éviter de surcharger nos conduites, puis éviter en plus des refoulements ou etc., des choses comme ça qui peuvent arriver chez nos citoyens. Bon, on parlait des petits chantiers tantôt, des rues, plus de quartiers. On va ajouter des dos d'âne aussi, hein, je pense, oui, pour par mesure de sécurité. Hein? Oui, exactement. En fait, comme je disais tout à l'heure, quand on fait des réaménagements, quand on fait des travaux, on en profite pour réaménager la surface, pour la rendre plus sécuritaire, favoriser la mobilité active, puis faire des mesures d'atténuation pour la vitesse sur les rues. Ça fait qu'on ajoute de mémoire près d'une trentaine de dos d'âne dans à peu près 18 ou 19 rues, dans une vingtaine de rues dans la ville de Saint-Jean. Est-ce que 2025 est une des années les plus importantes au niveau des travaux à l'intérieur de la ville, où il y a déjà eu des années où ça a été plus important? Peut-être pour que les gens se remémorent un peu d'autres années où on a travaillé fort sur nos rues et nos infrastructures. Il y a eu 2023 qui a eu une grosse année, mais je pense que l'année 2025 va être plus importante au niveau des travaux d'infrastructure à la ville. Avec les chantiers majeurs qu'on a, puis la proximité à cause de l'importance de deux chantiers en particulier. Oui, puis la proximité du pont. Il y a 2 liens pour traverser la rivière, donc le pont ne sera pas fermé. On n'intervient pas dans l'intersection de la rue Richelieu-Saint-Jacques, ni de l'autre côté, entre la 5 et la première rue, mais il reste quand même que c'est des chantiers qui sont à proximité. Donc, 2023, il y a eu une bonne année, mais 2025, il va y avoir plus de chantiers sur le réseau. Bon. De toute façon, je pense que les gens pourront suivre en temps réel là, les travaux là, sur le site de la Ville. Là, je pense que les gens vont pouvoir aller chercher toute l'information nécessaire. Hein? Exactement. La division, le service des communications est très habile, puis il travaille très fort sur le site de la Ville pour donner le plus d'informations possible à la population. Bon. Donc, l'échéancier, c'est à peu près 2027. C'est un plan de 3 ans pour que ces travaux-là soient terminés. Là. Oui, centre-ville, rue Richelieu, puis première rue, on parle de 2027 parce qu'il faut aussi, on fait l'enfouissement de fil, donc les poteaux doivent être enlevés uniquement quand tous les gens sont rebranchés, etc. Puis c'est Hydro-Québec, ça ici, c'est Hydro-Québec ou Bell là, qui retire les poteaux, donc on parle de la fin 2027, en 2027, oui. Bien, M. Poulin, merci beaucoup. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On va inciter les automobilistes, bien sûr, à être prudents et à suivre la signalisation parce que ça va être très important à ce moment-là. Merci de l'invitation. Avant d'aller à la pause, j'aimerais féliciter les industries Rainville qui ont remporté tout dernièrement le titre d'employeur de l'année au Mercuriade 2025. On avait reçu M. Sabourin, propriétaire des industries Rainville, récemment, tout juste avant d'ailleurs sa mise en candidature au Mercuriade pour venir nous parler de son entreprise. Alors, il a remporté donc ce titre d'employeur de l'année au Mercurial 2025. Félicitations. On revient après la pause. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Avec mon prochain invité, on va parler de politique, mais pas de campagne fédérale, pas de campagne provinciale, même pas de campagne municipale. On va parler de sa passion
pour la politique. Il s'agit de Mathis Gagnon. On va vous expliquer pourquoi on l'a invité. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Donc, je parle de passion de politique parce que Parlement étudiant, attaché politique, simulation à l'ONU à New York, donc ça fait partie de ton bagage. Et tu es encore très jeune, donc ça explique un peu pourquoi on t'a invité, parce que tu as un profil fort intéressant. Nous parler d'abord d'où vient cette passion pour la politique et pourquoi tu t'y es intéressé si jeune. Écoute, cette passion-là, elle m'a été transmise directement par ma mère. Tu as dit qu'on n'allait pas parler d'élections municipales, mais je dois en parler un petit peu quand même. Ma mère qui est candidate dans le district 10, ici à Saint-Jean, puis c'est vraiment elle qui m'a transféré cette fougue de la politique puis de l'implication citoyenne dès mon plus jeune âge. Dès mes 18 ans, en plus, Mathis, tu es obligé d'aller voter. Il faut que tu ailles voter. Puis c'est de là que ça vient. Bon, ta mère, c'est Mélanie Gauthier qui se présente pour l'équipe de Marilyn Charbonneau à l'élection, qui a été également candidate aux élections provinciales. Donc, elle s'y connaît très bien. Elle est impliquée politiquement. Donc, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, souvent. Donc, Exactement. C'est de là que tout ça vient. J'ai commencé à m'impliquer justement durant la campagne de 2022 provinciale avec ma mère en tant que bénévole. Puis par la suite, j'ai décidé de m'impliquer davantage à l'intérieur du parti, au niveau régional, ensuite sur l'exécutif national de la relève de la Coalition Avenir Québec. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté des bonnes compétences politiques, qui m'a développé en tant que personne. Puis c'est là que tout a commencé. C'est ça. Bien, en fait, pendant que tu parles de politique active, on va parler un peu de ton rôle d'attaché politique. Tu as été attaché politique quand même à un très jeune âge. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et quelle expérience t'as retiré? Parce que on en parlait, il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent attachés politiques et qui sont impliqués dans les partis politiques. Et quand même, l'attaché politique à 21 ans, c'est quand même pas rien. Effectivement. Être attaché politique, c'est de la politique active en tant que telle. C'est surtout du service aux citoyens directement. On peut résumer ça en service à la clientèle pour les citoyens. Donc, on vient vraiment agir en tant que lien directement entre les citoyens et le gouvernement et la machine gouvernementale, surtout avec les systèmes paragouvernementaux. Ouais. Est-ce que ça a confirmé ton désir de faire de la politique? 100 c'est ça que je veux faire. Je veux rendre plaisir aux gens. Je veux permettre aux gens de se développer en tant qu'individu dans une société, puis je crois que le gouvernement a sa place à jouer là-dedans. C'est ça. Parce que là, tu as été attaché politique, mais là, tu es retourné aux études, tu étudies en sciences politiques actuellement à l'Université Laval, tu vas en faire une maîtrise, donc tu veux vraiment... la politique, tu veux en faire un métier Exactement. C'est une passion, dans le fond, que tu veux... Exactement. Je veux me spécialiser surtout dans les relations internationales du Québec. On va parler de mon rôle dans les simulations internationales. Mais en faisant la simulation de l'ONU, NMUN qu'on appelle, je me suis découvert aussi une passion pour les relations internationales et surtout celles du Québec. Bon. Tu parles justement de ces simulations-là. Ça a eu lieu tout récemment à New York. Je pense que tu représentais l'Italie. Exactement. Donc, peut-être nous expliquer un peu le processus autour de ça. Comment tu en es venu à faire ces simulations-là pour l'Italie et un peu le travail que vous faites lors de ces simulations-là? Donc, moi, je suis un habitué des simulations politiques. J'ai fait le Parlement du Québec l'année passée et cette année aussi. Et j'arrive en août à l'Université Laval, jeune, un peu perdu. Je me retrouve dans une grande ville tout d'un coup, dans une grande université qui a de la prestance. C'est impressionnant, l'Université Laval. Puis je me cherche un peu. Puis durant les journées de présentation, les journées d'intégration, je me rends à un kiosque qui est le kiosque de l'ASNUL, l'Association de la simulation des Nations unies à l'Université Laval. Puis l'idée en tant que telle m'intéresse vraiment beaucoup. Ça a l'air le fun, ça a l'air challengeant. Donc je m'inscris, je vais faire des entrevues. Puis, je suis sélectionné pour faire partie de la délégation de 20 personnes qui s'en vont à New York. Donc, 20 personnes de l'Université Laval qui ont été sélectionnées pour aller à New York, c'est ça? Exactement. Okay. C'est un processus de 8 mois au complet. Chaque lundi soir, on se rencontre, la délégation, pour participer à des formations pour devenir encore meilleur dans ce qu'on fait, connaître où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on arrive là-bas, il y a du monde qui sont excellents puis qui sont impressionnants. Mais nous, on est encore plus haut. Ah oui? On a gagné des prix. On est l'université qui a gagné le plus de prix au monde cette année.
sur 5000 étudiants. À cette simulation-là? Exactement. Sur 5000 étudiants, on a gagné 9 prix à nous tout seuls. Moi, j'en ai gagné un. J'ai gagné le Peer Award, qu'on appelle en anglais, qui est le prix des pairs. Donc, je me suis démarqué par ma diplomatie à travers mon comité. Okay. Donc, je le mentionnais, donc tu représentais l'Italie. Donc, chaque personne représente un pays. Ils doivent présenter pas des projets, mais des rapports ou quelque chose comme ça. Peut-être nous expliquer un peu là, ce que tu as fait concrètement pour cette simulation-là. Donc, le tout commence avec un position paper. Excuse-moi, j'utilise en anglais parce que la simulation est faite complètement en anglais. Un position paper qui est l'idée de notre pays membre. La prise de position, en fait, que vous voulez faire. Exactement. Puis nous, notre comité, qui était le comité économique de l'Europe au sein des Nations unies, se positionnait sur 2 enjeux. Le premier, c'était la situation des forêts, puis le deuxième, c'était le développement durable et sa relation avec l'énergie. Comment on peut assurer un développement durable avec l'énergie? Donc, le position paper est fait, on envoie ça. Ensuite, on arrive là-bas à New York, on vote sur un des 2 enjeux. Qu'est-ce qu'on veut choisir? Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, c'est le sujet sur l'énergie qui a été choisi. OK. À partir de là, on commence à créer des working groups, des groupes de travail à l'intérieur du comité avec différents pays membres pour élaborer des résolutions, des brouillons de résolutions à ce stade-là, en fait. Puis tout au long de la semaine, ces résolutions y évoluent. On essaie de négocier, on parle avec les autres États membres, on essaie d'aller chercher notre petit grain de sable à l'intérieur de notre résolution. Puis ça, c'est comme ça pendant 5 jours. C'est 5 jours, pas beaucoup de sommeil. Non. Beaucoup il faut de l'interrelation. Parce que la difficulté aussi, c'est que c'est rendu sur place où on te dit, bon, ben tu t'en vas avec la délégation italienne. C'est ça. Donc, il faut en plus de dire, bon, bien parfait, il faut connaître quand même la situation de l'Italie dans ce dossier-là précisément. Donc, c'est un travail supplémentaire qui s'ajoute rendu sur place. En plus de présenter des projets, bien, il faut connaître la situation géopolitique du pays que tu vas représenter. Hein? Exactement. Puis heureusement pour moi, l'Italie, c'est assez un leader en Europe à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas été trop difficile. Je ne me suis pas fait trop d'ennemis en arrivant là-bas. Même qu'au contraire, il y a certaines tensions présentement en Europe, puis il y a certains délégués qui prennent leur rôle très au sérieux quand on arrive dans ces simulations-là. Puis moi, j'essaie toujours de détendre l'atmosphère, essayer de réconcilier quelques petits conflits à l'interne. Donc, c'est pour ça que tu as probablement que tes pairs t'ont choisi pour le prix à la fin des simulations. Je m'en doute beaucoup. J'étais aussi avec une autre déléguée. On était un binôme. Eggy, qui était ma co-déléguée, a fait un excellent travail aussi. C'est un travail d'équipe, mais on a été excellent. Bon. Et on le mentionnait aussi, tu as participé à 2 parlements jeunesse. Oui. Peut-être nous parler un peu de ce que vous faites au Parlement jeunesse, mais surtout de l'expérience que vous tirez et peut-être que ça permettrait que certains jeunes pourraient en bénéficier beaucoup si ces jeunes-là participaient à ce genre d'expérience. Parce que ça se passe au Parlement, donc déjà en partant, là, ça doit être une expérience unique. Là. C'est impressionnant. Le Parlement étudiant du Québec, c'est une association, pas seulement étudiante. Il y a des jeunes du cégep jusqu'à l'université, doctorat qui participent à ça. Oui, c'est 18 à 25 ans, je pense. Exactement. Puis c'est... Comme tu le disais, c'est vraiment impressionnant. C'est la simulation la plus réaliste en Amérique du Nord. Ah oui, hein? Il y a 2 parties. Il y a les rouges. Il y a 3 parties maintenant, désolé. Il y a les rouges, les bleus, puis le caucus des journalistes. Les bleus représentent des valeurs plus socialistes, tandis que les rouges représentent des valeurs un peu plus de droite. Moi, je représentais les rouges. On se fait... Comment participer à ça? Il faut être en contact avec des gens à l'intérieur. On peut envoyer un email directement à l'association pour participer à ça, se faire recruter. Puis, ça aussi, c'est un bon 6 mois de préparation avant le PEC pour s'assurer qu'on est sharp. Donc, c'est ça. Donc, il y a en fait 2 principaux partis, puis un plus à droite, plus à gauche. Et ça ne veut pas dire nécessairement que le parti que vous allez représenter représente vos idées, mais il faut quand même en débattre et de vendre un peu vos projets, même si ça va un peu contre vos valeurs, dans le fond. Exactement. C'est une grosse pièce de théâtre, grandeur nature.
faut sortir de sa zone de confort des fois. Même l'Italie, le côté un peu plus à droite, c'est pas toujours des valeurs qui me représentent personnellement, mais c'est un personnage que je joue. Tu rentres là, tu joues député de Saint-Jean, puis c'est impressionnant, c'est gros. La première année, on était dans le Salon Bleu. Tu rentres dans le Salon Bleu, puis pour un passionné politique comme moi, on en a des frissons. Là, je l'ai visité juste comme visiteur et juste d'entrer dans le Salon Bleu, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est vraiment, oui, c'est quelque chose. Exactement. Puis là, tu te lèves, puis tu te mets à parler. J'y pense, puis j'ai des frissons. C'est une des plus belles expériences que j'ai vécues de ma vie. Puis tu disais, bon, il y a eu des débats en chambre, il y a eu des commissions. Tu disais que c'est peut-être les débats en commission que tu as préféré le plus. Pourquoi? Exactement. Bien, cette année, j'ai été président de commission. Président de commission, tu t'assures que tout le monde ait son temps de parole. Puis avoir mon siège au bout de la table, c'était un petit rôle de plus que j'avais à jouer. La première année, je n'avais pas eu de rôle spécifique, mais cette année-là, je devais gérer la commission du budget du gouvernement rouge à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est avec des amis, mais tu restes dans ton personnage en même temps. Il y a des débats qui peuvent s'échauffer un peu des fois, mais ça reste tout dans le plaisir puis dans la passion, justement. Ouais. Je vais poser cette question-là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est important, mais est-ce que les députés, les élus suivent de près ce qui se passe au Parlement jeunesse pour soutirer peut-être des idées, exemple, ah oui, ça peut être bon, oui, parce que vous devez amener quand même des choses constructives dans ces débats-là. Est-ce que tu penses que c'est suivi par les élus? Je sais que pour M. Louis Lemieux, député de Saint-Jean, Louis m'a poussé sur sa plateforme justement pour dire que j'avais participé à ça en tant que député de Saint-Jean, justement. Puis, mais je crois que les jeunes, ça devrait être encore plus écouté que qu'est-ce que c'est. Oui, ça reste un petit peu loufoque qu'est-ce qu'on fait au Parlement étudiant. Ça reste une expérience académique pareille. Est-ce que j'appliquerais qu'est-ce qu'on dit au Parlement étudiant dans la vraie vie? Peut-être pas. Non, mais sans les appliquer, il y a peut-être des idées qui peuvent être tirées de ces débats-là, de ces échanges-là. 100%. Mais le gouvernement a toujours plus à gagner à écouter à la jeunesse, dans tous les cas. Bien, je pense. Bien, Mathis, merci beaucoup de nous avoir un peu raconté ton parcours. C'est un parcours vraiment hallucinant à un si jeune âge. Et puis, on aura l'occasion de se reparler, que ce soit comme candidat ou comme attaché politique ou comme spécialiste des affaires internationales, pourquoi pas? Alors, ça nous fera un grand plaisir de te rencontrer à nouveau. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, Mathis. Merci beaucoup. Voilà, ça conclut cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir.